Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours et du coup la suite du chapitre sur les piles et les accumulateurs. Donc dans la dernière vidéo on s'était arrêté à... Bon, mon chat en a décidé autrement. Non, t'as vraiment pas envie de me laisser travailler. Ma chérie. Tu dis bonjour. Hé Choupoune. Coucou. Non pas. Oh bah oui, c'est dur la vie de chat. Bon, tu vas me laisser travailler maintenant. Fais ton intéressante, va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la troisième et dernière partie du cours pour les piles et les accumulateurs. Du coup on s'était arrêté au petit 2 du grand 4 et nous allons parler du petit 3. Donc on va rappeler ce que c'est qu'un réactif limitant. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de le rappeler car ça n'avait pas l'air simple pour tout le monde. Donc le réactif limitant c'est le réactif. Je rappelle que les réactifs c'est ceux qui sont en début de réaction chimique et que les produits c'est ceux qui sont à la fin d'une réaction chimique. Donc le réactif limitant c'est le réactif qui sera consommé en premier. Grosso modo ça veut juste dire que lorsqu'il n'y a plus de ce réactif là, la réaction chimique elle s'arrête. Donc pour trouver le réactif limitant, il y a une méthode très simple qui consiste à juste appliquer la formule suivante. Alors, pour chaque réactif, on doit utiliser cette formule-là. N, je rappelle que c'est la quantité de matière. Donc la quantité de matière maximale, ce sera la quantité de matière initiale. Initiale, ça veut dire au début, pour ceux qui ont du mal avec ça. Sur le nombre stoichiométrique qui est représenté par la lettre grecque alpha. Le nombre stoichiométrique, je vous le rappellerai en dessous, mais c'est le nombre qu'il y a devant les éléments chimiques dans une réaction chimique. Cette formule, elle est à connaître par cœur et du coup, on rappelle que la quantité de matière à l'état initial, elle s'écrit en mol. Donc forcément, si on a des mols sur quelque chose sans unité, ça donnera des mols. Donc le réactif limitant sera celui qui a le Nmax le plus petit. C'est celui qui stoppera la réaction car il se finira en premier. S'il a la quantité de matière la plus petite, alors il se finira en premier. Je vous propose qu'on voit ça avec un exemple. Donc imaginons la réaction chimique suivante. Mg2+, plus 2Cl- nous donne MgCl2. On nous donne les quantités de matière initiales, telles que la quantité de matière en Mg2+, sera de 3 mols, la quantité de matière en ion chlorure sera de 2 mols, à l'état initial, c'est-à-dire au début. Je vais calculer le Nmax pour chacun des réactifs. Les réactifs, c'est avant la flèche. Donc on y va. Nmax de Mg2+, ce sera 3 mols divisé par le nombre stoichiométrique. Il n'y a rien devant. Le Mg2+, ça veut dire que c'est 1. Donc ça fait 3 mols. La quantité de maximale maintenant pour le Cl-, ce sera 2 mols divisé par le nombre stoichiométrique qui est le nombre devant, 2. Ça nous donne 1 mol. On voit bien que 1 mol c'est inférieur à 3 mols, donc le réactif limitant c'est l'ion. Du coup on entame avec le grand 5, caractéristique d'une pile. Donc la première chose que l'on va définir pour une pile c'est la capacité. Donc la capacité d'une pile, ça correspond à la quantité d'électricité maximale qui peut circuler dans le circuit. On peut calculer ceci grâce à la formule Q. Donc Q c'est la quantité d'électricité, sera égal à la quantité de matière des électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons, fois la constante de Faraday. C'est la quantité d'électrons qui circulent dans le circuit en mol. Ça, c'est la constante de Faraday qui est égale à 96 500 coulombs par mol. Elle n'est pas à savoir par cœur, on vous la donnera à chaque fois. Et du coup ça, c'est la capacité en coulombs. C.
Bon, maintenant qu'on sait qu'il faut la quantité d'électrons pour trouver la capacité, je vais vous donner une méthode pour trouver la quantité d'électrons. Donc imaginons l'équation suivante. Entre le couple Cu2+, on voit qu'il y a 2+, cela signifie qu'il suffit d'ajouter 2 électrons. Donc là on a notre demi-équation. Ce qui est très important, c'est de remarquer que quand on utilise un Cu2+, on va utiliser 2 électrons. Donc c'est ce que j'écris là. Pour un Cu2+, j'ai besoin de 2 électrons. Ça veut dire que la quantité de Cu2+, elle est égale à la quantité d'électrons divisée par 2. Donc, la quantité d'électrons sera égale à la quantité de Cu2+, fois 2. J'ai juste fait passer le 2 de l'autre côté. Si j'ai une division, ça devient une multiplication. Donc si on suppose que la quantité de Cu2+ était de 0,53 mol, ça signifie que la quantité d'électrons, ce sera 2 fois 0,53, c'est-à-dire 1,06 mol. J'insiste juste sur un unique point, qui n'est autre que on prend la demi-équation du réactif limitant. C'est hyper important. Une autre caractéristique des piles, c'est la durée de fonctionnement. C'est ce qui nous intéresse un peu tous pour nos portables, par exemple. Combien de temps va tenir la batterie, grosso modo. Donc pour ça, on calcule delta T, la durée. Ce sera la capacité divisée par l'intensité. La capacité, on rappelle que c'est en coulombs. L'intensité, c'est toujours en ampères. Et du coup, le temps, dans ce cas-là, il sera en secondes. Du coup, on peut rajouter une remarque qui dit que 1 coulomb égale 1 ampère seconde. Et cette unité, vous la connaissez? Les milliampères secondes ou les milliampères heure, c'est la capacité du coup des batteries qu'on utilise dans le commerce. On va passer maintenant au dernier point de la leçon, qui n'est autre que pile versus accumulateur. Donc il faut savoir la différence qu'il y a entre une pile et un accumulateur. Et la seule et unique différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'accumulateur, lui, il peut être rechargé. Tandis qu'une pile ne peut pas être rechargée. Donc attention, ce qu'on appelle une pile rechargeable dans la vie de tous les jours, ce n'est pas une pile, c'est un accumulateur. Attention, accumulateur, ça veut tout simplement dire une batterie, d'accord? Alors, pour le principe de fonctionnement, on va se servir d'un exemple. On va prendre l'exemple le plus courant qu'il existe dans les accumulateurs, c'est les accumulateurs au plomb. C'est ceux qui sont utilisés pour les batteries des voitures. Donc, on imagine une pile. Vu qu'on a dit que la seule différence, c'est juste que c'était rechargeable. Donc on peut parler d'une pile. Imaginons une pile, du coup, avec les deux couples Pb2+, Pb, Pbo2, Pb2+. Donc on imagine cette pile. Donc quand on est en décharge, ça se comporte exactement comme une pile et on appelle ça une réaction spontanée. Ça veut dire qu'elle se fait seule et sans aide. Donc je vous ai déjà représenté la base de la pile, c'est-à-dire qu'on a la première demi-pile avec le couple Pb2+, Pb et la deuxième demi-pile avec le couple Pb2+, et Pbo2. Donc je vous ai déjà mis le plus et le moins, soit l'électrode négative et l'électrode positive. Et maintenant, on a juste à réfléchir aux demi-équations. Donc on a Pb égale Pb2+, plus 2 électrons. En revanche, de ce côté-ci, c'est plus compliqué. Pb, c'est bien équilibré. Là, on a 2O, ça veut dire que je dois rajouter 2H2O de l'autre côté. Mais là, du coup, ça nous fait 4H, donc ça veut dire que je dois rajouter 4H+, et il me faut la même charge des deux côtés. Là, j'ai plus 4, et là, j'ai plus 2. Ça veut dire que je dois rajouter 2 électrons. Maintenant qu'on a nos deux demi-équations, on peut écrire l'équation de la pile. Donc on fait la somme des deux demi-équations, sachant que, je rappelle, il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations, mais là tout va bien, c'est d'ores et déjà le cas.
PB plus PbO2 plus 4H+, me donne 2PB de plus 2H2O. Maintenant, on peut compléter le schéma. On remarque que les électrons partent de cette demi-équation. Et on voit qu'elles arrivent du côté des réactifs dans cette demi-équation. On vérifie bien du coup que le sens du courant est inverse au sens des électrons. D'ailleurs, petite parenthèse, on peut remarquer que le moins et le moins se repoussent, tandis que le plus et le moins s'attirent. Ça peut vous aider à retrouver le sens des électrons. Donc ça, c'était pour la décharge. Maintenant, on va voir la charge de l'accumulateur. Dans ce cas-là, l'accumulateur se comporte comme un récepteur. C'est une réaction qui sera forcée. Donc un récepteur, ça peut être une lampe, un condensateur, une bobine, une résistance, etc. Donc dans ce cas-là, l'accumulateur, en charge, il se comporte comme un récepteur. Il va recevoir de l'électricité. Il ne va pas en fournir, il va en recevoir. C'est une réaction forcée, car on est obligé de mettre un générateur. Si on ne met pas de générateur, le sens du courant sera instinctivement celui qu'on a vu précédemment. Tout à l'heure, le sens du courant, il était dans ce sens-là. Ça veut dire qu'instinctivement, le courant veut partir de PbO2 pour aller vers Pb. Or, lorsqu'on met un générateur, on force le sens du courant du plus vers le moins, c'est-à-dire dans le sens inverse. Si on force les électrons à partir dans le sens inverse, c'est juste le même processus qui va se passer à l'envers. Au lieu de partir de Pb, cette fois-ci on part de Pb2+. Donc la demi-équation, elle s'est simplement inversée. Idem pour celle-ci. Donc l'équation de la charge, c'est exactement la même que l'équation de la décharge, mais dans le sens opposé. Donc si on compare les deux, on remarque que c'est juste dans le sens inverse que tout se passe.